Je pense que s'il y avait vraiment une recette précise, fiable, duplicable, à l'infini, avec 100% de réussite, je pense qu'on serait déjà tous riches. Tu peux pas tellement réussir sans les fondamentaux, mais des fois, les fondamentaux ne te servent pas à réussir plus. Et aujourd'hui, on a une opportunité. De la place, il y en a vraiment pour tout le monde. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a de plus en plus de monde, mais qui ne tiennent pas au-delà de ci. Et je pense qu'un bon coach, c'est pas celui qui te vend du tout, qui te vend absolument, c'est celui qui pourra te dire, je suis peut-être pas la meilleure personne pour toi. Cet épisode est un peu particulier parce que ce sera à la fois un épisode du podcast Money, une interview d'entrepreneur et finalement le relancement de l'émission Parole de coach. Je suis aujourd'hui avec Marie Salfo. On va parler de l'univers d'accompagnement. On va parler du coaching. On va parler de qu'est-ce que c'est être un bon coach, un bon mentor. On va parler de l'évolution de cette industrie et on a beaucoup de choses à dire. Marie, comment vas-tu ? Eh ben, écoute, je suis ravie d'être avec toi. Cette intro me plaît beaucoup. Je suis vraiment très contente de me joindre à toi pour parler un petit peu de ces thématiques. Donc, très heureuse d'être là avec toi. Je te remercie. On va rentrer dans le vif du sujet. Je te propose juste en quelques minutes d'abord de nous parler un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais ? Quel est ton parcours ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Et ensuite, on rentrera dans le dur avec les questions qui piquent un peu. Ok, génial. Eh ben, écoute, alors, ça me met tellement en joie qu'on va faire très rapidement. Moi, c'est Marie Salfo, comme tu l'as dit. J'accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur activité. J'ai un petit peu deux pôles de compétences. Mes deux pôles de compétences préférées est vraiment la conscience de soi et la communication. Donc, pour emmener vraiment une conscience dans la façon d'entreprendre, dans un certain alignement. Donc, on est vraiment sur l'épanouissement et le développement. Donc, on est vraiment sur la connaissance de soi et la performance aussi, puisqu'on a vraiment ce pôle business qui est très marqué. Donc, c'est assez large. J'accompagne, on va dire, vraiment sur toutes les sphères de soi, de l'entrepreneur, tant l'humain que l'entrepreneur dans son entreprise. Donc voilà, pour ma part, ça fait 2 ans maintenant que je suis sur les réseaux exclusivement. J'ai commencé ma carrière, on va dire, dans l'accompagnement de l'amélioration de la qualité de vie au travail, en présentiel pour des grandes entreprises. Et puis, j'ai un petit peu évolué parce que je me suis rendu compte que j'avais envie d'être avec des gens qui avaient envie d'être là et où c'était pas seulement le moyen d'échapper à des heures de travail. Et j'ai fait évoluer donc mon activité qui est désormais 100% en ligne. Donc, je vais quand même spécifier quelque chose pour moi. Ça emmènera peut-être un petit peu de côté pragmatique et concret à ma façon d'être et à mon approche. Moi, j'ai été gendarme, juriste, donc dans des postes très, on va dire, concret où il n'y a pas forcément de place à l'interprétation et au subtil. Et donc, suite à ça, j'ai vraiment été dans l'accompagnement des dirigeants, donc dans des grandes entreprises comme AXA France, des grandes entreprises avec des vrais dirigeants, avec des vrais humains. Et j'étais principalement le bras droit de ces dirigeants pour améliorer et la qualité de vie des employés, pour les emmener à plus de performance, et également sur tout le travail stratégique communication, comment on crée une façon différente de communiquer sur nos services qui étaient à l'époque les banques en ligne. Comment on emmène voilà un discours plus humain, une manière de vendre plus humaine, on va dire, en sortant déjà un petit peu des stratégies très offensives ou très agressives. Donc voilà, ça fait longtemps que je suis dans cette démarche d'entreprendre autrement, d'entreprendre avec une façon plus consciente. Donc voilà un petit peu globalement dans quoi je baigne déjà maintenant depuis plus de 10 ans, je dirais. Ce qui est marrant, c'est qu'on a un peu le même parcours. Moi aussi, j'ai un parcours très corporate, très classique, etc. Et je me suis retrouvé juste avant de péter un câble et de tout envoyer bouler à être un peu, tu sais, la journée Walt Disney des cadres dirigeants. Genre, ils ont une formation externe, c'est bon, cool, on peut rien foutre. Et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je me suis barré de ce milieu-là, parce que t'avais l'impression de parler à des gens qui n'avaient pas envie de savoir, en fait, ils s'en fichaient. Si on regarde d'un regard purement extérieur de quelqu'un qui connaît pas du tout nos industries, de l'accompagnement, du make money, de toutes ces choses-là, on pourrait se dire que toi et moi, on fait exactement la même chose avec nos entreprises. Alors qu'en fait, quand on creuse, quand on connaît un peu le secteur, en fait, pas du tout. Tu vas avoir une approche beaucoup plus in, finalement, dans ce que tu partages et dans ce que tu délivres. Mais on peut aujourd'hui se parler parce que malgré l'approche in, tu as aussi une part cartésienne, concrète, yang, qui est capable de parler de stratégie, etc. Les gens qui suivent ce podcast, cette chaîne YouTube depuis longtemps savent que si c'est beaucoup trop perché, moi je parle pas avec. Je juge pas, j'ai pas de problème, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, mais juste on se comprend pas en fait, c'est 2 personnes qui parlent des langues différentes. Et toi tu fais partie des quelques personnes de cette industrie qui ont une approche beaucoup plus in que moi, mais avec qui je peux avoir un échange.
Quel est ton regard, toi, là-dessus, aujourd'hui, sur ces business coaching, quelque part, on va dire, très yin, d'autres très yang, et d'autres qui trouvent leur chemin peu à peu au milieu de tout ça? Alors là-dessus, je pense que moi, je ne crois pas forcément aux extrémités. J'aime bien dire que je crois en l'extrême complémentarité de toute chose. Je pense que nous, ce qui nous relie, je dirais même au-delà du côté yin et du côté yang, c'est vraiment la vision globale que l'on a des choses, la façon de prendre de manière globale nos industries, les approches, et de ne pas s'enfermer dans des tactiques, mais plus d'être dans la grande conscience des principes. Donc je pense qu'on est vraiment porté par une vision qui se ressemble assez sur comment on peut emmener de la performance tout en se respectant, tout en respectant les autres. Maintenant, c'est vrai que dans notre industrie, d'un œil extérieur, quand on n'est pas à l'intérieur, on peut avoir beaucoup de jugements parce qu'on voit beaucoup de façades. Et c'est vrai qu'il faut se rappeler que c'est un milieu qui n'est pas réglementé et qui, par conséquent, peut laisser l'espace à des opportunistes, des méthodes qui sont plus ou moins sur lesquelles on peut emmener un petit peu de contestation ou de voilà. Donc on peut remettre un petit peu en question. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. il y a moi, je vais utiliser les vrais mots. Parce que je sens, je sais que tu le penses, tu vois, et je sens que t'es pas trop sûr de vouloir le dire. Concrètement, dans cette industrie, il y a d'un côté les marketeurs avec leurs dérives, c'est des trucs toujours plus chers pour en vendre du vent, et avec des surpromesses qui n'arriveront jamais. Et de l'autre côté de l'industrie, à l'autre côté de la pièce, très très yin, il y a clairement la dérive sectaire. Et toi, comment on s'oppose à ces deux extrêmes? Mais je pense qu'il faut appeler un chat un chat, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est de ces surpromesses marketing qui n'ont plus aucun sens. On lave tout au plus blanc que blanc. Et c'est de l'autre côté des trucs tellement perchés que ça en devient des dérives sectaires. Et malheureusement, il y a des dénonciations de ce côté-là très régulières quand même. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'inscrire au milieu de tout ça et pour se battre contre ça quelque part, parce que c'est le sujet, tu vois, et pour développer des entreprises où on ne fait pas de surpromesses et on n'amène pas les gens dans une espèce de gourouisation négative? C'est un grand sujet et des grands questionnements que j'ai aujourd'hui parce que, comme tu le dis, j'ai cette approche très vibratoire aussi. Je crois au fait que chaque être humain est aussi une empreinte vibratoire, qu'on a à l'intérieur de nous des émotions qui ont aussi une place à part entière dans le développement d'une activité. Donc moi, je suis un peu, tu vois, borderline, donc je suis régulièrement moi-même contestée dans ma pratique où on vient juste extraire ce côté-là de moi, qu'on vient le mettre hors contexte et qu'on vient dénoncer ce côté-là. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que j'ai moi-même pas envie de me lever contre ça parce que déjà énergétiquement c'est un combat que j'ai pas envie de mener contre ça. Donc, dans cet endroit-là, je choisis plutôt l'inspiration. C'est comment je vais pas venir contre eux, mais comment moi-même dans mon inspiration je peux être suffisamment présente, suffisamment comme tu fais toi finalement. Tu fais énormément de pédagogie. Enfin, tu es là quotidiennement, plusieurs fois par jour, sur différents formats, où tu viens emmener tout ça. Et on sent ton expertise, on sent la réalité des choses, on sent la profondeur de ton approche, on sent le côté solide et enraciné de ce que tu véhicules, de ce que tu incarnes. Donc, dans ce questionnement-là, c'est vraiment comment moi, aujourd'hui, dans mon respect des énergies que j'ai envie de ressentir au quotidien, comment je fais une différence, comment je peux peut-être emmener ce centre-là, qui pour moi est important, mais il faut le dire, c'est difficile parce que comme tu en parles, là, les promesses toujours, c'est même plus des promesses, on est loin, très très loin. Comment on emmène ce toujours moins de rien dans la livraison, parce qu'on a des très bons marketeurs qui savent très bien comment tourner les choses et comment promettre. Ouais. On ne peut pas nier le contexte économique qui font que de plus en plus de personnes sont dans le manque, qui est le manque parfois très réel, et qu'on a tous une part de nous qui veut sortir de ça, qui veut toucher sa liberté, qui veut toucher ses rêves. On est tous nés comme ça. Enfin, c'est pas que nous les entrepreneurs, on a tous envie de prendre notre part du gâteau et de se dire moi aussi je veux de l'argent, moi aussi je veux tout ça. Ouais. Beaucoup de marketeurs l'ont très bien compris. Le problème, c'est que tu fais du marketing, donc pour moi, le marketing existe même au-delà de notre industrie. Il est pas mal en soi. C'est pas tant le marketing, je dirais. Aujourd'hui, le problème, c'est la livraison, c'est ce qu'il y a derrière.
Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas tant les promesses, c'est à quel point, en fait, il n'y a rien derrière. C'est ça qui crée un déséquilibre et qui vient nous décrédibiliser tous ceux qui arrivons ici avec une vraie expertise, une vraie compétence, des vraies formations solides, un vrai background qui est là. Et toute la subtilité et comment nous, on va réussir à emmener le centre, l'équilibre entre tout ça et comment perdurer sans prendre des chemins qui ne nous correspondent pas ou jouer avec des règles avec lesquelles on n'est pas OK, en fait, qui sont pas intègres, qui sont pas justes, en fait. Tu as dit un truc très important ici, en fait, et je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui l'entendent ça. C'est facile d'être contre. C'est facile de s'opposer. C'est facile de dire je ne suis pas d'accord, tu es nul, tu es mauvais, les autres ils ont pas compris, machin truc. C'est bien d'être contre. C'est l'adolescent se construit contre. Mais ensuite, une fois que tu es adulte, tu es pourquoi. Et je pense que des entreprises ou des marchés qui arrivent à maturité, c'est là qu'on voit la différence. C'est que les outsiders ont arrêté d'être contre quelque chose, mais sont pour autre chose. Et ça, dans ce que ça véhicule, c'est très différent. Tu le fais très bien. Parce que on peut lire tout à fait en sous-texte contre quoi tu es et à quoi tu t'opposes, mais pour autant tu mets aucune énergie dessus. Tu dis juste voici pourquoi je suis pour, voici pourquoi je me bats, voici quelle est la mission de mon entreprise, voici à quoi je dédie ma vie professionnelle. Déduisez-en ce que vous voulez au niveau des contres, mais moi j'ai décidé de pas en parler parce qu'en fait j'ai autre chose à foutre que de devoir réexpliquer 27 fois. Moi, à côté de ça, je me suis construit exactement de la même façon. J'ai été contre. Et moi je me suis dit merde, je suis devenu qu'une caricature de moi-même. Je suis tout le temps fâché, ou du moins les gens croient que je suis tout le temps fâché, en vrai pas tellement, hein, mais et en fait je fais ok, bon, je vais essayer d'être pour quelque chose. Ou si je suis contre, je vais plus être contre des personnes, mais je vais être contre des idées qui font partie de l'ordre établi, d'une certaine doxa du monde de l'accompagnement, et dire non, ces idées-là, sans accuser aucun humain de rien, parce qu'ils font tous de leur mieux comme ils peuvent. Hein, moi je m'oppose à des pratiques, à des façons. Je pense que l'industrie mérite mieux, et ça tu le fais très bien aussi, mais effectivement c'est pas simple de s'inscrire là-dedans, dans un marché où finalement les nouveaux entrants sont pas éduqués, et c'est pas un reproche qu'il y a à leur faire, hein, juste ils connaissent pas quoi, et où en face t'as des gens qui s'en fichent, à tort ou à raison, c'est pas moi de le dire, c'est bien ou mal, c'est pas moi de le dire, mais juste il y a des faits. Tu prends 100 personnes, tu leur promets des miracles, il y en a peut-être 80 qui vont essayer quoi. C'est ça. C'est ça, et au-delà, il y a vraiment une dimension c'est pareil. Tu sais, les réseaux, on montre le beau, on montre le joli, mais on voit pas ce qui se passe derrière. Je pense que toi, comme moi, on a accompagné déjà, toi, énormément plus que moi, mais je pense que je commence à avoir déjà accompagné pas mal de personnes pour voir le côté maltraitant de tout ça, parce que ça vient véhiculer une facilité extrême, des possibilités extrêmes. Et parfois, quand on arrive dans cette industrie-là, c'est hyper culpabilisant parce qu'à un moment donné, on vient se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi ça fonctionne pas pour moi. Et il y a énormément de maltraitance aussi derrière. Et le burn-out, on en a parlé longtemps dans le salariat. Et chez nous, ça fait des ravages aussi. On voit des entrepreneurs qui, là où il y aurait une belle expertise à emmener très très loin par des méthodes, que ce soit la tienne ou la mienne, et bien finalement tombent dans un espèce de truc et les gens sont pas bien. Et il y a beaucoup plus de gens malheureux parce qu'il y a cette espèce de culte, ce fantasme et ces idéologies autour de notre industrie qui viennent maltraiter beaucoup d'humains derrière. Et moi, c'est vraiment le truc qui m'a fait prendre conscience que on peut œuvrer différemment. C'est pour ça, quand je parle de business conscient, qu'est-ce que ça renferme? C'est comment on peut grandir dans ce win-win, en fait. Comment on peut apporter pour que la personne puisse repartir avec quelque chose de concret, de viable, de tangible, et que nous, on vienne grandir de ça. Finalement, élever les autres pour s'élever soi-même. C'est ça, finalement, la logique, c'est comment on crée ça et comment on revient à ça aujourd'hui. Et je pense que notre rendez-vous aujourd'hui est l'une des plus belles images, et j'avais beaucoup d'amour avec ce lien avec toi dans cette interview. C'est que, comme tu l'as dit, on a des façons de faire qui sont opposées, et pour autant, on est dans nous, comment aujourd'hui dans notre industrie, on peut emmener, malgré par endroits des vérités qui ne se rejoignent pas, comment on peut faire de nos vérités parfois opposées, des vérités qui peuvent emmener les personnes avec nous, et comment on est dans l'échange, comment on est dans le respect des façons de faire qui sont différentes, mais pour autant, on a cette maturité-là et cette conscience-là pour emmener et tirer les choses vers l'avant. Et c'est ça qui est beau. Et je pense que quand tu parles de maturité, même en tant qu'entrepreneur, c'est important aussi de se positionner comme ça,
quelle solution on a, comment on se rejoint tous pour porter finalement dans nos pratiques différentes un message qui est commun, c'est celui on peut s'élever soi-même en élevant les autres et pas au détriment des autres. C'est vraiment ce truc-là qui me dérange, tu vois. Je suis d'accord avec toi. J'en parlais dans un live qui remonte un petit peu maintenant que j'avais fait avec Xerius, qui est mon bras droit, et Rachid, qui est notre responsable des ventes, et qui est aussi coach chez nous d'ailleurs, et où je disais, l'industrie de l'accompagnement, on arrêtera de passer pour des pignoufs. Déjà, le jour où on arrêtera de se tirer dans les pattes. Genre, l'autre, il est nul, moi, je suis meilleur. Non, aujourd'hui, on peut dire assez ouvertement que tous les gens qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par an, à plusieurs millions, s'ils sont là depuis plus de 6 mois, il y a des chances qu'il y ait des clients contents. Sinon, en fait, ils se seraient fait cramer, tu vois. Donc, en fait, derrière, est-ce que toi, tu les aimes ou tu les aimes pas? T'aimes leur méthode ou tu les aimes pas? Il y a des clients déçus, il y en a pas. C'est une réalité, en fait, hein, de toute façon. Moi, j'ai des confrères / concurrents. Eux, humainement, je n'ai pas de souci avec eux. Leur méthode, je les aime pas. Mais après, ils ont le droit de les avoir. Il y a des gens qui vont chez eux, qui sont hyper contents. Il y a des gens qui arrivent chez moi, qui sortent de chez eux, qui sont au bout du rouleau. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui sortent de chez moi et qui arrivent chez eux, qui sont trop contents d'être chez eux en disant Jérémy, c'est un con. Donc en fait, c'est se dire, déjà on va arrêter de se tirer dans les pattes. Et en fait, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs mentors, coachs, programmes avec plusieurs approches. Et en fait, notre rôle à tous, c'est d'éduquer le public à essayer de trouver la meilleure approche pour chaque personne. Et en fait, le marché, il est tellement grand qu'il y a de la place pour tout le monde pour faire de très belles entreprises. Et il y a même de la place encore pour de nouveaux entrants avec de nouvelles approches. Et si on éduque tous le marché, on aura tous des clients plus contents, des business plus pérennes. Le milieu du coaching business notamment, passera moins pour des cons. Et on aura un marché qui va arriver à maturité. Et surtout, en fait, on va s'éviter l'État qui va venir foutre le nez dans ce qu'on fait et nous mettre des bâtons dans les roues parce que leurs régulations seront là pour protéger le consommateur, et ça c'est bien. Mais à surprotéger le consommateur et à le prendre pour un débile profond, on va aussi mettre des bâtons dans les roues, des accompagnements sur la façon de délivrer. Ça va devenir plus compliqué, plus chiant, donc ça va coûter plus cher, avec tout ce qu'on a vu dans d'autres industries que la nôtre, en fait. Et complètement, et c'est là que tu te rends compte de le faire ensemble. Moi, j'aime bien me poser sur l'idée qu'on est tous uniques. Chacun est unique en tant que personne. Et en fait, personne ne détient la vérité ultime. On a tous des vérités qui tout ensemble créent quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et c'est pour ça que tu vois, toi et moi, on peut avoir une conversation, non pas dans l'esprit de moi je dis vrai, toi tu dis faux, ou vice versa. C'est moi je détiens la part de ma vérité dans mon unicité par rapport à mes convictions, ma compétence, mon expertise. Tu as ta vérité, et comment finalement, plus qu'on peut l'imaginer, nos vérités peuvent être complémentaires, et pourquoi pas emmener quelque chose de plus grand. Et c'est vrai pour, comme tu dis, il y a de la place pour tout le monde, pour chaque expertise. Et chaque expertise, finalement, quand on prend un peu de hauteur, on peut avoir ce truc on se complète tous. Et si on entreprend avec cette démarche-là, qui n'est pas d'être contre les autres, mais d'être avec les autres et de voir comment on peut justement emmener ça, ça peut faire une vraie différence, parce que comme tu le dis, on est quand même relativement tranquille. Et si jamais on vient à avoir des contrôles à l'extrême, des mesures à l'extrême pour réguler tout ça, je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'on a des belles opportunités à créer. Et tout comme, et c'est important de le marquer, et là où moi j'ai pas forcément une langue de bois là-dessus, c'est que oui, il y a de la dérive, oui, il y a des déviances à plein d'endroits, mais je pense que ça n'enlève pas aussi la responsabilité de chaque personne. Chaque personne est aussi dans sa responsabilité de pouvoir s'informer sur la personne qu'elle va rejoindre. C'est-à-dire que si aujourd'hui on voit un farfelu qui a un compte Instagram, si on regarde sur Google, il n'y a rien d'autre sur cette personne, et que la personne dit déjà créer 100 millions et qu'elle aide à gagner 100 millions et qu'elle facture un truc à 10 000 € de l'heure, je pense qu'à un moment donné, faire preuve de discernement, que ce soit dans notre industrie ou ailleurs, ça reste quand même important. Nos responsabilités en tant que professionnels, c'est une chose. Ça n'enlève pas la responsabilité aussi aux consommateurs de faire preuve aussi de cohérence dans la façon de choisir une personne qui les accompagne, puis sortir un petit peu de l'enfant qui cherche à ce qu'on lui dise quoi faire, et de prendre cette posture et de dire ok, qui j'ai en face de moi. Moi perso, j'ai mis, tu tapes ton nom, le mec, il a des millions d'heures au compteur, des milliers de posts. Même en regardant 1 fois par jour, 2 fois par jour tes contenus, j'ai pas épuré la quantité de contenu que tu as créé. Donc, il y a toutes ces choses qui emmènent aussi
cette conscience de ton professionnalisme et de la compétence à l'endroit où tu es bon. Donc, tu vois, c'est un petit peu aussi... C'est surtout que moi, je suis assez monomaniaque, tu vois, je le répète, moi, je fais qu'un truc. Je le fais très bien, je le fais depuis très longtemps, mais je fais qu'un truc. Donc, demandez-moi tout ce qui sort de mon sac de compétences. Tu regardes sous mes pubs, il y a régulièrement des questions sur l'e-commerce, sur le MLM, sur les commerces physiques, sur les petits produits, sur des choses comme ça. Je fais, écoute, je comprends, je peux te donner des conseils, mais ces conseils ne vaudront pas ce que moi je facture aujourd'hui parce que je sais pas, c'est ma spécialité. Donc, je te conseille d'aller là, 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 là et là. Viens pas chez moi. Pas parce que je suis pas assez bon par rapport à toi, mais parce qu'en fait, je suis trop cher par rapport à ce que je suis bon dans ces sujets-là, tu vois. Et si on veut facturer des prix élevés, il faut être très bon dans des sujets. Et ben moi, je suis très bon dans un petit sujet, et c'est le même depuis 10 ans en fait. Et c'est là que ça fait une grande différence, c'est que le high ticket, finalement, il a du sens, il est cohérent, on va dire. Alors après, les gens sont d'accord, pas d'accord, le prix, comme tu l'as très bien écrit dans un post dernièrement où tu venais aborder ce sujet-là. Après tout, un prix, c'est subjectif. Hein. Personne peut dire c'est trop, c'est pas assez, ça dépend tellement de paramètres, surtout aussi dans notre industrie. Donc voilà, mais là, ça a du sens parce qu'effectivement, comme tu le dis, le temps qu'une personne va gagner avec une expertise qui est solide depuis 10 ans sur une seule thématique spécifique, ici, la valeur en tant qu'entrepreneur, si on fait preuve de discernement, tu peux faire gagner des millions d'euros, des milliers d'années, des milliers de mois de travail, parce qu'à cet endroit-là, ce que tu vas apporter, ce sera quasiment chirurgical. Donc, on peut évaluer cette valeur-là dans notre industrie et surtout dans la spécificité du business. Le high ticket, il a du sens ici. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, high ticket, et ça, c'est toi et moi, on en discutait souvent. High ticket par rapport à quoi? En fait, le high ticket, normalement, high ticket, c'est une catégorie de prix pour dire low ticket moins de 100 euros, mid ticket. En général, c'était 300, 500 jusqu'à 1000, 1500. Et au-dessus de 1500, quand c'était considéré comme high ticket. Ensuite, les gens, ils ont déduit high ticket très très cher, le plus cher possible. Ce truc que je vendais 1000, je vais devenir high ticket, je vais le vendre 50 000. Mais tu ne le vaux pas 50 000. Et ça, c'est une dérive du marché, malheureusement. Ça arrive. Je pense que ça va se calmer petit à petit. Mais des entreprises de consultants qui vendaient des trucs à 300 000, il y en a depuis la nuit des temps. Le problème, c'est quand des gens qui valent 300 commencent à essayer de vendre 300 000. Là, c'est problématique. Bah, c'est ce que tu disais. Et là, effectivement, on est vraiment dans une sorte de dérive où il y a tout un culte autour de monter les prix. Ça n'a plus de sens. C'est juste à la limite ouais, comment expliquer ça? C'est juste, est-ce que je suis capable d'aller encore plus loin, tu vois? Et tout ça est complètement décorrélé et de la façon d'accompagner et de l'expertise de la personne derrière. Ça devient une espèce de truc où je veux plus et encore plus et encore plus. Et jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux pousser le délire, tu vois, je joue avec les cordes de la fréquence de l'univers. Tu vois, là, mon côté Yang arrive. Mais tu vois, c'est un peu jusqu'où je pousse le vice et jusqu'où je peux aller. Et c'est là qu'on s'envole et qu'on crée des choses assez terribles sur notre marché, même effrayant. Hein. Il y a vraiment un endroit où ça fout la trouille ce qui se passe quand même. Moi, j'ai vu des choses et ce qui est marrant, tu vois, c'est que je suis sûr que si tu analyses ma pratique, tu es capable de l'expliquer avec du yin et de la vibration et de la manifestation. Et quand moi j'analyse la tienne, j'arrive à l'analyser avec du marketing. Donc déjà, on comprend que la notion de vérité et de compréhension, bon, elle est assez floue quand même, hein, comme tu le disais avant. Mais surtout, moi j'ai vu des trucs dans cette industrie. Et attention, ce que je dis là, je dénigre des idées et des pratiques, pas des personnes, parce qu'en fait les personnes, des fois elles savent ce qu'elles font, des fois pas. Des fois elles font de leur mieux, des fois leur croyance actuelle c'est ça, et peut-être qu'elle changera, peut-être pas. Donc il ne s'agit pas de taper sur qui que ce soit. Une personne qui disait si vous me payez en une fois, l'énergie de l'univers, blabla. Non, non, mais c'est la bonne réaction. Je suis quand même un peu conscient de l'industrie. Non, c'est payer en une fois, c'est pas l'énergie de l'univers, c'est la gestion de trésorerie de l'entreprise et le risque d'impayé. Parce que ta livraison, elle est merdique. En fait, si la personne a déjà payé, elle peut pas dire j'arrête de payer. Et toi, en plus, si t'encaisses plus d'un coup, tes coûts, ils sont plus vite rentabilisés, ça t'arrange. Nous-mêmes, on essaye d'encaisser le maximum en une fois. On a même mis des incentives avec des remises sur paiement anticipé, etc. Mais faut pas essayer de le justifier sur un truc chelou. En fait, juste, ça nous arrange tous. Et éventuellement, pour le client, au moins, t'as plus à y penser. Tu peux profiter pleinement de l'accompagnement et t'es pas en train de te dire, ah merde, je dois encore telle mensualité. Ce qui peut créer une tension. Moi, je sais que les trucs que j'ai payés en une fois, j'étais ensuite, en fait, si j'avais presque une démarche de façon, c'est payé foutu pour foutu, je vais donner tout ce que j'ai dedans. Alors que si j'ai pas tout payé, je suis en permanence en train de remettre en question et de me dire, attends, peut-être que faudrait pas que je paye la suivante.
Et des fois, j'ai dit non, je paye pas parce que juste en fait ça correspondait pas et je me suis rentré en discussion avec les personnes, tu vois. Et quand t'as des vrais professionnels, t'as des professionnels qui sont ouverts à la discussion et qui te répondent. Puis des fois pas. Mais surtout, faut pas essayer de justifier au niveau énergétique des trucs qui sont purement marketing. Et de même que faut accepter aussi en tant que marketeur qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'on maîtrise pas, qu'on comprend pas. Moi, j'ai vu plein de fois des gens qui font carton plein sur une offre. Sincèrement, au niveau cartésien marketing, le truc n'avait aucune chance de fonctionner. Et moi, encore aujourd'hui, je suis là, je sais pas pourquoi ça a marché, mais ça a marché. Et à côté de ça, des trucs où tu te dis, c'est sûr que ça marche, il y a tout qui est bon, mais ça marche pas. Donc, faut accepter en fait les deux, je pense, et que des fois, on comprend pas tout. Ben, je pense que s'il y avait vraiment une recette précise, fiable, duplicable à l'infini, avec 100% de réussite, je pense qu'on serait déjà tous riches. Je pense que ce que tu dis, c'est très important et ça fait partie de ce que j'appelle moi la conscience entrepreneuriale. C'est de comprendre qu'en fait, on est dans un marché qui évolue aussi. Ce qui marchait hier ne sera pas forcément bon demain. Et pour quelles raisons? Ben, des fois, moi, j'ai eu des programmes que j'ai lancés, qu'au millimètre près, j'ai reproduit exactement ce que j'avais fait, en faisant encore plus, en prenant en compte le marché actuel. Et c'est un flop 0 client. Et c'est inexplicable de manière pragmatique, parce qu'en termes d'action, tout est cohérent. Mais en revanche, à cet endroit-là, bon, c'est inexplicable. Et je pense que l'une des compétences à acquérir dès le départ, enfin du moins de compréhension à acquérir dès le départ, c'est que justement cette capacité à comprendre la stratégie du marketing, ça nous arme déjà pour pouvoir se diriger et emmener notre entreprise au prochain niveau de réussite. Mais qu'à côté de ça, eh bien, il y a plein de paramètres qui ne nous appartiennent pas, qui sont liés à des tas de choses. L'économie, l'état d'esprit, un égrégore énergétique, enfin, j'en sais rien, et qu'à cet endroit-là, ça va pas être de chercher pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que j'ai mal fait, c'est ok, comment je peux venir regarder avec curiosité ce qui se passe, comment je vais venir peut-être prendre en compte certaines choses, est-ce que moi j'ai évolué, enfin, tu vois, cette capacité-là, et c'est très compliqué aujourd'hui, c'est quelque chose que toi t'expliques beaucoup dans tes contenus, mais c'est ça aussi la beauté. Pour ça que j'aime autant la stratégie et le marketing, parce que c'est à chaque fois un renouveau. C'est comment on va faire plus de finesse, plus de compréhension, comment on va jouer avec le marketing, comment on va essayer différemment, comment on va prendre sous un autre angle. Et c'est ça qui finalement vient faire une vraie différence. Parce que comme tu le dis, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain on n'en sait rien, et plus vite on se fait pote avec l'incertitude, plus vite on aura moins de problèmes à régler, tu vois. T'as dit un mot qui est important, c'est l'incertitude. Et l'incertitude est inhérente à l'entrepreneuriat. C'est vraiment, c'est pas un problème, c'est by design en fait, ça va avec. Et je pense que c'est notre illusion de volonté de stabilité, de machin, qui fait qu'on est malheureux. Moi, j'ai des programmes, je les ai lancés. Je voulais entre 5 et 10 personnes parce que c'était une bêta test. J'en ai eu 30, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Ensuite, j'ai dû cravacher pendant 3 mois parce que en fait, j'ai pas prévu d'avoir 30 personnes. J'ai des trucs, ça fait moyen. Et j'ai des trucs où factuellement ça aurait dû marcher. Et ça m'est arrivé, des programmes, 0. Et des programmes, quand je les market à l'extérieur, il y a 0 personne qui veut rentrer dedans. Mais tous les gens qui sont dedans, ils trouvent ça extraordinaire. Et j'ai des gens qui n'ont pas été touchés par le marketing qui veulent rentrer. Donc des fois, je fais des trucs, moi, plus j'avance, plus je suis dans des programmes, des masterminds, avec des mentors plus évolués, etc. Des gens de mon niveau, des gens encore au-dessus de moi et tout. Plus je me rends compte d'un truc tu peux pas tellement réussir sans les fondamentaux. Oui. Mais des fois, les fondamentaux ne te servent pas à réussir plus. Oui. C'est très frustrant de voir des gens, tu vois. Des fois, je vois des gens, tu vois, ils ont des boîtes qui font 3, 5, 10 millions par an, tu vois. Je regarde ce qu'ils font. Ils font rien de spécial. Ouais. J'essaie de leur donner des explications. Elles sont mauvaises, objectivement. Genre vraiment, tu consens qu'ils comprennent rien à ce qu'ils font. Mais il y a un truc qui a fait que ils ont réussi à monter une boîte comme ça. Et elle est stable, elle est solide, c'est pas un coup de chance, tu vois. Il y a un truc, mais ils ont aucune idée de comment ils ont fait. Ça me rend ouf. Là, c'est mon ego, clairement, qui est piqué, tu vois. C'est genre, ça fait 15 ans que j'étudie le marketing. Je comprends ce que tu fais, c'est moyen. Toi, tu comprends pas ce que tu fais, mais ça marche 20 fois mieux que les autres. Pourquoi? Bordel de merde, pourquoi? Et ça me rend chafouin, tu vois. Mais je peux complètement comprendre, parce qu'il y a plein d'endroits dans le développement de mon activité où beaucoup de personnes me disent « Mais waouh, comment tu as fait ?» Et j'ai juste envie de dire... Je l'ai fait. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis pas posé la question de comment je voulais faire. Et c'est cette fameuse incertitude avec laquelle j'ai été au contact très vite
en fait, parce que j'ai toujours baigné dans cet univers de business et de tout ça finalement. Donc j'ai été très amie avec l'incertitude et j'ai pas cherché à avoir des choses certaines en termes de résultats, de choses, d'actions. Et donc je pense que le fait de développer, d'avoir déjà ça en moi, m'a permis de créer certaines choses un peu sans m'en rendre compte. Mais ce que tu dis, c'est on peut le dire, c'est le plus grand secret de l'entrepreneuriat si on le comprend. Parce que si tu es capable de ça, tu peux t'affranchir de tout plein de choses dans ton activité parce que tu as cette capacité à ne pas perdre 20 ans si un truc se foire, tu vas tout de suite te réadapter, avancer. Et je pense que parce que la majorité ou l'illusion de recréer la sécurité financière du salariat dans l'entrepreneuriat, tu sais, ce truc de l'argent tombe tous les mois. L'argent est là, j'ai l'argent tous les mois, ça veut dire que je peux penser à acheter un frigo en 4 fois parce que je vais avoir l'argent tous les mois. Et en fait, ce truc-là, qui n'évolue pas chez la majorité des entrepreneurs, dans lesquels ils restent bloqués dans la mentalité du salarié, fait que ça laisse la place à justement toutes les dérives qu'on trouve aujourd'hui dans notre industrie, parce qu'elles apportent une illusion, une sécurité illusoire à cet endroit. C'est-à-dire que tu peux avoir un flot d'argent qui tombe tous les jours, tu peux vendre tous les jours, tu peux vendre toutes les heures, tu peux vendre quand tu dors, quand tu manges, quand ton aspirateur tourne chez toi et que tu ne fais rien. L'argent tombe. Et c'est ça en fait qui crée beaucoup de place à des gens qui viennent juste exister parce que ils ont l'opportunité, parce qu'il y a des gens aussi qui à ce niveau-là n'ont peut-être pas développé cette conscience à cet endroit en fait. Je suis d'accord avec toi. Je me souviens de quand j'ai relancé l'entreprise Common Publishing de zéro, là, ça fait un peu plus de 2 ans, ça fait 2 ans. Au début, je faisais tout à l'arrache, à l'intuition, et au bout de 6-8 mois, j'ai Xavier, donc qui est aujourd'hui mon bras droit, qui s'occupe de tout le back-end, beaucoup de marketing, beaucoup de data, qui a vraiment professionnalisé l'entreprise. Et il est arrivé, on faisait entre 20 et 40 cas par mois, un truc comme ça dépendait des mois. Et il rentre dans la boîte, il me fait, mais il y a aucun process, il y a aucune stratégie, il y a rien. Mais comment tu fais? Je sais pas, je le fais. Il me fait, mais comment tu sais combien tu vas avoir de clients? Ouais, je vais chercher, je le fais, c'est tout. je me suis jamais posé la question, tu vois. Et alors, il a structuré la boîte et du coup, elle est beaucoup plus confortable à piloter, beaucoup plus prédictive, beaucoup plus stable, tu vois. À l'époque, j'avais une planche à voile sur une mer déchaînée et je me démerdais comme je pouvais, tu vois. Ça passait. Mais bon, c'était galère. Aujourd'hui, j'ai un gros paquebot, la mer elle est plate, c'est bien, la mer elle tangue, rien à foutre, tu vois. Et mais pendant longtemps, juste, je savais pas, je faisais partie de ces gens. Aujourd'hui, je suis capable d'expliquer pourquoi l'entreprise elle en est où elle en est, mais à l'époque, à mes débuts, j'avais déjà des résultats et j'ai aucune idée pourquoi. Je pense qu'il y avait certainement le fait que tu sois compétent dans ce que tu faisais. Oui, ça joue un peu. Ça joue quand même un petit peu, mais je me reconnais assez. Aujourd'hui, moi, je suis dans. On construit le paquebot, hein, pour que quand il y a la tempête, on soit quand même stable. Mais oui, moi, j'ai les premiers 100 000. Pour te dire, j'avais même pas changé mon statut. J'étais en auto-entreprise. J'avais dépassé les plafonds de TVA et puis j'arrive au 30 décembre. Je me dis, j'ai fait 100K. Et là, on me dit, du coup, tu payes la TVA? Non. Tu as bougé ton statut? Non. Ah bon? Et je me suis retrouvée à repayer 10-20 000 euros d'arriérés de TVA sur des coachings que j'avais pas facturés avec la TVA. Mais voilà, parce qu'au début, ça se fait. Je pense que au début, l'auto-entreprise, c'est un piège à con, je le dis tout le temps. Normalement, faut tester son projet, tu fais tes premiers 5 000, tu vires ce truc. Et moi, si tu veux, à contrario, vu que j'avais le passif, quand j'ai remonté comme un publishing, j'ai cash ouvert une SAS. Ah, autant te dire, il fallait faire du chiffre vite, parce que la SAS, elle pompe de l'argent. Hein. Faut assumer, hein. Mais c'est marrant de voir que le type de boîte peut conditionner aussi tes résultats, d'ailleurs. Tu l'as peut-être observé, toi, chez les gens que t'accompagnes. Moi, je l'ai vu souvent. Des gens qui ont une auto-entreprise, qui dépassent pas les 30K, 30-35K annuels. Tu leur enlèves l'auto-entreprise, tu mets une SARL ou une SAS ou un truc comme ça. Ils changent rien et ils doublent le chiffre d'affaires. Moi, j'aime bien, et c'est ce que j'ai vu pour moi, hein, c'est ce qu'on appelle un peu l'énergie du désespoir. Tu sais, c'est ce truc que tu dis, tu as coupé les ponts derrière toi, tu peux pas reculer.
Et ça, du coup, c'est vraiment très énergétique ou très inconscient. Mais tu sais, à ce moment où tu dis, t'as pas le choix, en fait. C'est comme ça que ça ne peut pas être autrement. Donc, c'est vrai que si tu es en auto-entreprise, voilà, tu peux faire zéro, pas de vente, Ouais. pas d'enjeu, tu vois. Par contre, effectivement, si tu rentres dans une démarche d'entreprise ou autre, bah, moi, par exemple, sur un coaching que je vais facturer à 5 000, je sais déjà que moi, en fait, ce qui va me rester à moi, c'est 2 000. Donc, tu vois, les calculs se font très vite. Je sais je peux pas descendre en dessous d'un certain chiffre d'affaires parce que, ben, en fait, c'est juste pas possible. Donc, la norme, elle monte et qu'effectivement, inconsciemment, il se mobilise certains potentiels et certaines énergies qui font qu'en fait, tu peux pas reculer. Et c'est cette notion de est-ce que je vois grand? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi, en mon projet, en sa viabilité, en mon expertise pour dire, OK, j'arrête, l'auto-entreprise, c'est pour ceux qui vendent sur les marchés de Noël. Moi, je me mets dans une posture d'entrepreneur. Par conséquent, je développe ma conscience entrepreneuriale, ma conscience financière, ma conscience des stratégies, des principes, non pas des tactiques, mais tu vois, comment je vais nourrir aussi la part entrepreneur de moi et comment je vais l'incarner. Et tout ça, je pense que tant qu'on reste dans des petits cocons, tu vois, à consommer des petites masterclass gratuites, à faire plein de petits trucs, on peut pas continuer à croire enfin, c'est ce que je pense, après c'est ma vérité. Je pense que plus tu restes sur du petit, plus tu auras de la difficulté à avoir une correspondance, on va dire, dans la matière en termes de résultats. Et moi, mes premiers accompagnements, quand j'ai rejoint Julien Musique, j'ai posé 35 plaques sur la table à Cannes, je me suis dit, mais pour qui tu te prends, meuf? je veux bien que tu montes ta norme, mais là, en fait, qu'est-ce que ça a permis? En même temps, c'est un environnement en termes d'expertise, de tout, c'était très bien. C'était bien ce qu'ils faisaient. J'en avais entendu des bons retours. Tu avais tout ce qu'il te fallait. Mais à ce moment-là, la décision que j'ai prise, depuis un espace non pas de manque, mais de croissance à l'intérieur de moi, c'est tu crois suffisamment à ton business pour être capable d'y investir, de choisir les meilleures personnes, alors qu'à ce moment-là, hormis mon chiffre d'affaires qui avait dépassé les 100 000, j'étais bébé. J'avais 8 mois, 9 mois, donc j'avais pas encore cette vision. Et je me suis dit, comment moi, je vais dans un environnement où les mecs qui brassent 100 000, 500 000, le million, comment moi, petite nénette extraterrestre, je vais me mettre avec eux et je vais voir comment ils pensent en fait. Et si aujourd'hui, je peux dire à 100% que ce n'est pas lié à mes process, une stratégie fiable ou tout ça, c'est lié à ma capacité en fait de rechercher l'excellence dans ma façon de faire, dans ma façon de me former, mais aussi auprès des personnes vers lesquelles je vais pouvoir me nourrir aussi et accéder à une carte du monde plus grande. Je veux dire, quand on parle tous les deux, il y a une carte du monde, même si je ne peux pas la voir de manière tangible, je la sens. Il y a des connexions que tu as ouvertes de par ton expérience, ton expertise, que ça ne s'apprend pas, tu vois. Donc, il y a plein de démarches comme ça personnelles pour En général, pour expliquer ça, je parle de normalisation du succès, à savoir t'exposer à des gens pour qui c'est normal ton palier d'au-dessus, voir comment ils pensent, voir comment ils agissent, etc. Et par mimétisme, tu peux absorber des choses autant au niveau tangible qu'énergétique, etc. Moi, j'ai expérimenté ça l'année dernière. On rejoint un mastermind américain, 50 000. Alors déjà, bon, franchement, le 50 000, c'est pas ce qui m'a fait le plus mal. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est l'appel de vente de 45 minutes en anglais avec un mec qui est devenu du Texas, a priori. Je comprenais une phrase sur deux. Et pourtant, je suis à l'aise en anglais, hein, c'est vraiment, mais alors son accent en plus, c'est sur Zoom, et le mec qui est au téléphone, enfin, c'était compliqué. Et enfin, il me dit 50 000, je fais le virement. Et ce même mois, alors que j'ai très peu travaillé parce que je me mariais ce mois-là, etc. Et donc, en plus de ça, on n'a rien changé de spécial. Je x2 le chiffre d'affaires de la boîte. Ouais. J'étais là, ça s'appelle Xerius, je fais Xerius. On n'a rien changé. On a x2 le chiffre d'affaires. Il va falloir qu'on donne plus d'argent aux Américains. Mais parce que, de par cet investissement, déjà, moi, j'ai level up à l'intérieur. Je vaux ça. Et en plus de ça, je me suis exposé à tout un groupe de gens qui avaient un niveau beaucoup plus avancé que moi. Quand tu es dans l'écosystème des Américains, et il y a assez peu d'écosystèmes français où tu peux trouver la même chose, il y en a 1 ou 2 actuellement, t'arrives, tu dis, je fais 1 million par an, on te dit, ah, tu viens de te lancer, c'est ton hobby? Et non, c'est mon entreprise. Pourquoi tu les fais pas par mois alors? 1 million par mois, oh les gars, je suis en France, moi. Il y a même pas le marché, il est même pas assez grand pour faire ça.
Les plus gros, ils font 10 millions par an, calme-toi. Mais en gros, la mentalité, c'est ça, tu vois. Et ok, le marché américain, il est anglophone, c'est un marché à 1,5 milliard de personnes, et nous, en français, avec notre truc, ils font 100 millions, tu vois, de personnes. Mais ils t'apprennent à penser d'une façon différente, tu vois. C'est-à-dire, d'un coup, ça t'ouvre les possibilités, ça t'ouvre leur façon de réfléchir. Ils ont des entreprises qui sont 20 fois plus grosses que les nôtres. Pourtant, en termes de livraison et de qualité du produit, de qualité de l'offre et qualité des coachings, ils sont meilleurs que nous dans beaucoup. Moi, j'ai vu des trucs où les produits à 30 balles, ils étaient meilleurs que des produits français à 10 000. Et là, ok, en fait, tu développes. Par exposition à quelque chose de plus avancé que toi, tu normalises le prochain niveau de succès. Tu sais que cette phrase dont on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ben, en fait, va dans un environnement où les gens sont là où tu veux aller. Voilà un environnement qui est fait pour t'amener là. Bouffe ça autant d'heures que tu peux par jour. Tu vas normaliser ce niveau-là. Tu vas pouvoir agir différemment. C'est là qu'elle est mal comprise, cette expression de on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Les gens ont tout de suite le focus sur ah ouais, mais alors mon mari me fait chier, mon fils il est chiant, donc non, machin. Donc l'objectif, c'est qu'on ne peut pas tuer toute sa famille comme ça. Donc parfois on a l'environnement familial, amical qui est tel quel. D'où l'importance, en fait, comme tu dis, de comment aujourd'hui je peux cultiver une somme de personnes qui va pouvoir me nourrir à cet endroit-là. Et souvent, les gens sont là, oui, mais mon mari ne me soutient pas. Bon, bah, ton mari, c'est une chose. Qui, aujourd'hui, peut être la meilleure personne pour te guider, pour te donner accès à certaines visions, à certaines énergies. Et en fait, c'est là, c'est comme tu dis, pourquoi je vais investir dans un endroit, pourquoi je vais m'exposer dans un endroit, bah, parce que on a besoin, nous aussi, de parfois le créer et pas de remplacer forcément les gens. Sinon, moi, je crois que j'aurais tué mon fils 100 fois. Quand il est là, qui est toujours pas content, qui veut que ce soit facile, qui veut en faire le moins. Tu vois, je pourrais dire, ah, mais non, toi, non, tu n'aides pas à progresser, va-t'en. Et non, je garde la conscience que j'ai mon environnement familial, j'ai une vie. Et puis, à côté de ça, aujourd'hui, comment je peux m'entourer des meilleures personnes dans les endroits qui, à l'instant T, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de cette énergie-là, où je vais la chercher, qui je vais chercher. Et tu vois, je rebondis sur un truc que tu as dit qui est vrai. Hein. Aujourd'hui, en France, on trouve beaucoup de programmes payants qui sont, si on est un tant soit peu débrouillard et qu'on sait aller sur YouTube, on se tape deux, trois petites conférences d'Oussama Hamar, quand à l'époque, quand il tournait, où il y avait 2-3 heures de conférences, on se retrouve avec un produit gratuit sur YouTube de meilleure qualité qu'un truc qui peut être vendu en mode programme en ligne en France, quoi, tu vois. 100%. 100%. Ouais, moi, cette notion vraiment de normalisation, je m'en suis rendu compte quand je suis dans des masterminds avec des gens plus élevés et que quand je rentre chez moi, je réfléchis ma stratégie, non plus sur comment faire plus 20, plus 50%, mais comment je fais x10. Et je m'en suis rendu compte à l'inverse aussi. J'ai une équipe de création de contenu qui s'amuse à découper, monter mes trucs, etc. Et c'est des métiers sur lesquels il y a un peu de turnover, tu vois. Moi, en général, les gens, je les garde assez longtemps, mais bon, au bout d'un moment, ils finissent par faire autre chose la plupart du temps et c'est ok. Les 90% des gens qui travaillent pour moi sur toute la partie contenu finissent par me demander des conseils pour lancer leur activité en ligne, sur des bouquins sur l'argent, sur comment investir, sur comment mieux vendre, comment augmenter leur prix. En fait, à force d'avaler tous mes contenus, ça finit par rentrer, tu vois, petit à petit dans leur tête. Et pareil, dans mon environnement proche, tu vois, j'ai des amis qui ont rien à voir avec le monde du business en ligne et tout. Et au bout d'un moment, ils me disent, non, mais attends, raconte un peu ton truc, là, explique. Alors que c'est des gens, il y a 10 ans, des fois, certains se foutaient de ma gueule, tu vois. Et c'est marrant de voir que moi, je répète la même chose depuis 15 ans, et puis il y a des gens qui comprennent maintenant, il y a des gens qui ont compris il y a 15 ans, il y a des gens qui ont compris il y a 6 mois, et ainsi de suite, tu vois. C'est quoi pour toi un bon coach, un bon mentor, un bon programme? C'est quoi pour moi je pense que les meilleurs endroits que j'ai pu fréquenter, c'est quand il y a cette capacité d'être prise en compte. Je pense que la prise en compte de l'être humain dans quel que soit l'environnement qu'on rejoint, pour moi, est importante. C'est important d'exister dans mon unicité, même si je suis dans un groupe. Je pense que c'est assez subjectif parce que chaque personne a besoin de choses différentes. Quelque chose que tu percevras comme bon pour toi, ce sera peut-être pas bon pour moi. Parce que je pense que cette notion d'alignement et de justesse dans notre évolution, elle est importante à prendre en compte. Donc je pense que, par exemple,
moi, je peux être bonne à un endroit et qu'après ou avant, ou peu importe l'évolution de la personne, c'est peut-être bien qu'elle aille chez toi. Et je parle souvent parce que moi, c'est comme si je viens remuer toute la vase à l'intérieur et puis qu'après, on passe du côté chez Jérémy pour évoluer. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est capable aussi de s'investir dans ce qu'il fait, d'avoir un minimum de compétences, c'est-à-dire que d'offrir quand même une compétence plus spécifique qu'on peut trouver sur des vidéos YouTube. La qualité, pareil, elle est subjective, mais qui a un minimum de cohérence entre le besoin de la personne et ce que nous, on peut lui apporter. Et je pense que la justesse, elle est là, c'est qu'est-ce que je fais moi et est-ce que ce que je fais moi, ça vient servir la personne réellement à un endroit. Et je pense que quand on est dans cette justesse, cette honnêteté, qu'on n'est pas là juste pour faire du fric et que, ok, moi j'ai une compétence, je suis suffisamment, on va dire, conscient de ce que je fais pour savoir si je suis la bonne personne pour toi, et je te propose ces services parce que je sais que c'est bon pour toi. Et je pense qu'un bon coach, c'est pas celui qui te vend du tout, qui te vend absolument, c'est celui qui pourra te dire, je suis peut-être pas la meilleure personne pour toi. Et moi, je l'ai déjà dit à ce moment-là, tiens, Jérémy, à ce moment-là, il t'apportera plus le côté technique, le côté compréhension marketing. Moi, je ne vais pas te l'emmener de cette manière-là. Peut-être qu'après ça, tu auras envie de venir voir les choses autrement. Je pense qu'une bonne coach, un bon accompagnant, c'est celui qui est capable de reconnaître ses propres limites dans l'endroit où il accompagne, qui est capable de rediriger la personne. Je pense que ça peut faire 99% de la qualité d'une personne, pour moi, à la tête d'une entreprise. Ouais. J'ai remarqué en plus que toutes les personnes à qui je suis pas la meilleure personne pour t'aider là-dessus, elles sont vexées comme pas possible. Du coup, elles reviennent à la charge 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, 4 mois après. Non, toujours pas. En fait, je ne fais pas ça. Et j'ai des personnes qui ont fini par me dire, en fait, en écoutant la discussion qu'on avait eue, j'ai changé d'avis, je vais plutôt faire ça. Mais si tu veux, mais juste, en fait, c'est pas mon métier, quoi. Enfin, et j'ai quelqu'un qui a commenté sous une de mes pubs là, où je parlais des indépendants et comment ils doivent gérer sous les réseaux. Et je parle moi des professions de conseil et d'accompagnement, tu vois, pas autre chose. Je comprends pas le reste. Il me dit, et alors les plombiers, les fleuristes et les comptables, comment est-ce qu'ils doivent faire? Et vous oubliez? Je fais alors, non seulement ça n'a aucun rapport, tu demandes pas au boucher comment le marchand de tapis doit travailler, et en plus de ça, c'est pas mon métier. Est-ce que vous engueulez les chirurgiens cardiaques parce qu'ils savent pas réparer une cheville? Laissez-moi tranquille. J'ai un réel qui a percé. C'est pareil, je sais pas pourquoi. Mais ça c'est l'enfer quand ça arrive, ça. Mais quand je te dis que ça a été genre... je crois que j'ai plus de 5000 enregistrements sur ce truc. Enfin bref, c'est complètement fou. Et en fait, ce réel-là, je suis juste en train de me pencher du train. Enfin, je suis au Sri Lanka et c'était pas dangereux. C'est un spot où tout le monde fait des photos. Et je fais la vidéo, je suis là, puis il y a une petite phrase de travaille comme si tu n'avais pas besoin d'argent, tu vois. Dans mon monde et mon univers, c'est se relier à cet espace plein de soi pour ne pas agir depuis le manque. Tu vois, ça a du sens dans ma façon de comprendre. Yeah, bien sûr. Et je me suis pris des personnes qui m'ont dit alors si on n'a pas besoin d'argent, pourquoi le gouvernement et la retraite? Et puis la nouvelle alors du coup, la nouvelle réglementation. Et si eux, ils ont besoin d'argent et du coup c'est nous qui payons. Bon, je suis pas BFM TV, mec, ok? Moi je fais pas de politique ici. J'essaye d'emmener du bon à l'endroit où je peux. Et j'ai eu plein de commentaires comme ça qui venaient me mettre oui, la boulangère, elle aussi, elle aimerait bien faire ce qu'elle veut et pourtant elle est obligée de travailler des centaines d'heures par mois. Et pourquoi le taux de l'heure, il est pas nous qui l'avons forcé à être boulangère. Voilà. En même temps, c'est ce que je dis. J'ai pas mis un couteau sous la gorge pour qu'elle fasse du pain, moi. Hein. Donc, à chaque fois, j'ai une pensée pour toi. J'ai pas ce talent. J'ai pas ce talent de réponse. Donc, en principe, je n'alimente pas parce que je n'ai pas cette répartie si fine que tu as. Moi, je vais te dire comment je fais pour les faire taire. Tout le monde se dit, Jérémy, il est tellement fort qu'il leur cloue le bec à tous. Non. Je réponds et ensuite je bloque la personne. Donc, c'est moi qui ai le dernier mot. Et c'est fini. Je voulais t'envoyer une copie d'écran la dernière fois, j'ai trop pensé à toi. J'adore quand tu fais ça, quand tu fais le gna gna gna. Et que du coup, j'ai fait gna gna gna. J'ai bloqué la personne. Je me suis dit, j'ai pas le courage de partir là-dedans. J'ai une personne qui a commencé l'autre fois sous un de mes posts. Et les soignants, vous faites quoi pour eux? Oui, que fais-tu pour les soignants?
Alors du coup, je lui ai répondu, mais j'ai pas bloqué tout de suite parce que j'étais curieux. Et j'ai répondu rien avec un smiley qui sourit. Et la personne m'a fait un pavé de 4 km pour me gronder, en gros, parce que je fais rien pour les soignants. Mais c'est pas mon métier. Est-ce que vous engueulez l'avocat parce qu'il fait pas de pain? Non, ça vous viendrait pas à l'esprit. Vous engueulez pas le mécanicien parce qu'il sait pas couper une côte de bœuf. Et foutez la paix aux gens, quoi. Non, mais c'est représentatif de ce qui se passe et ça rejoint ce qu'on se disait finalement tout à l'heure. C'est comment on vient pas à chaque fois être sur l'offensive, surtout. Comment on peut essayer de s'ouvrir à des choses, à d'autres vérités. Comment on peut essayer d'avoir vraiment, au-delà d'entrepreneurs, hein, on laisse tomber les business, mais en tant qu'humain, ne serait-ce que pour notre bien-être. Parce que je pense que d'un point de vue cardiaque, aller jouer le hater sur toutes les publications, moi des fois j'ai mal pour les gens parce que je me dis putain, la tension elle doit être au max, là c'est pas bon là pour les Orianes. Moi c'est toujours les mêmes profils de toute façon. Donc en fait si tu veux, by design ils sont en colère de naissance. En général c'est un pseudo. C'est une photo un peu anti-système, altermondialiste, plutôt d'extrême gauche en général. Si ils ont un doctorat en sociologie ou en fac d'histoire, c'est mieux. Et il y a toujours un petit gilet jaune de zadiste qui traîne sur le côté. Et en fait, du coup, leur existence by design est faite pour être contre la mienne. Donc je le prends pas personnellement en fait. Juste je me dis, ils sont tout le temps en colère ces gens-là et en partie à raison, tu vois, parce que enfin il y a des choses injustes dans le monde et tout, mais est-ce que le monde est censé être juste, c'est un autre débat. Mais moi j'ai la vie facile par rapport à eux, mais même de naissance en vrai. Hein. Donc je peux pas leur en vouloir d'être en colère, mais forcément je me dis, toute cette colère c'est fatigant quoi. C'est ça. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi à comprendre plus largement en tant qu'humain là-dedans. Et si on ramène ça au business aussi, hein, moi je dis tout le temps, on ne peut pas faire évoluer ce qu'on n'a pas appris à aimer. Et c'est vrai pour la stratégie, pour le marketing. Moi j'ai dû retomber en amour des stratégies. J'ai dû aimer ça avant de me mettre contre la stratégie. Je veux pas de stratégie, c'est les méchants, le marketing c'est méchant, c'est comment je peux essayer de m'ouvrir au-delà de ce que je crois vrai à cet instant T et comment je peux faire que, à hauteur de ce que ça peut m'apporter, ça puisse me servir. Et comment je peux, avant d'aller juger, me dire, OK, bénéfice du doute, qu'est-ce que je peux aimer là-dedans et comment je peux me le réapproprier. C'est cette fameuse idée de je rentre pas dans les cases, mais pour autant, je ne vis pas hors des cases. Je comprends les cases et je vois comment moi, je peux créer ma propre case comme ça. Et il y a vraiment eu une évolution qui a été très significative dans mon entreprise, c'est quand j'ai arrêté d'être en rejet de certaines choses et comment je me suis dit d'abord, attends, je vais aimer ça et après je vais voir ce qui peut être bon et juste pour moi. Je vais aimer la structure et on va dire les process. Je vais revoir en fait à quel point ça peut me servir et c'est pas juste pour me détruire psychologiquement. Comment je peux voir dans d'autres endroits peut-être de ma vie comment la structure elle peut servir et comment je vais me réapproprier ça. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'on peut avoir cette discussion aujourd'hui, c'est comment je ne me ferme pas à l'autre, mais pour autant, comment je ne lui impose pas ma vérité, et comment finalement, cette pluralité d'opinions, de services, d'expertise, peut finalement, dans sa globalité, ou en même temps de façon différente, ou à des étapes différentes dans mon évolution, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour moi. Pas intéressant. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes aujourd'hui qui sont dans l'industrie de l'accompagnement ou qui vont y rentrer, que ce soit des leaders qui définissent les standards du marché ou des nouveaux entrants qui arrivent et qui vont se demander quelle est leur place là-dedans? Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces gens-là? On a aujourd'hui une opportunité de malade de pouvoir créer des vies hors normes, vraiment. Hors normes, ça ne veut pas dire faire des multimillions, mais entrer dans une nouvelle époque où on peut créer quelque chose de très grand, impacter de manière très puissante et trouver un nouvel équilibre de vie que nos parents n'ont jamais pu connaître. Mon père a travaillé 50 ans dans la même usine, 151 heures par mois. Je veux dire, aujourd'hui, on a une opportunité. De la place, il y en a vraiment pour tout le monde. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a de plus en plus de monde, mais qui ne tiennent pas au-delà de 6 mois. Donc, en fait, il y a beaucoup de monde qui arrive. Mais je pense que toi, tu le vois aussi, tous les 6 mois, ça se renouvelle. Il y a des gens qu'on ne voit plus. Il y a des nouveaux qui arrivent. Donc, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Mais la première chose peut-être
à se poser comme question, je pense que c'est une vraie question qui peut ouvrir des portes incroyables, c'est ok, je veux la liberté financière, je veux beaucoup d'argent, il n'y a pas de mal à ça, je veux beaucoup d'argent, je veux changer le monde, ok. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment vu et que tu vois à travers ton cœur, ou est-ce que c'est quelque chose que tu es en train de fantasmer juste parce que tu veux fuir quelque chose de ta vie, tu as vu un mec qui fait des multimillions, et tu dis, moi, je veux des multimillions sans savoir pourquoi, sans y donner de sens. Et voilà. Parce que si tu fais ça, les personnes qui nous écoutent, si vous êtes dans cette démarche-là, le prix à payer à côté de tout ça, de l'engagement, de la constance, des efforts à certains endroits, ça va être compliqué pour vous de le faire et vous allez peut-être vous faire plus de mal que le mal dans lequel vous étiez avant ça. Donc, je pense qu'on vit dans un monde qui est bien plus beau qu'on l'imagine, où il y a des opportunités tellement plus grandes et où en fait chaque personne, même toute seule, en se changeant elle-même, peut avoir un impact sur le collectif incroyable. Donc la vie est pourrie à plein d'endroits, mais c'est pas la fin du monde non plus et on a tous une responsabilité là-dedans. Et plus on sera de monde dans notre univers, je parle un peu sur le web, on sera sage à l'intérieur de nous à ne pas essayer de tirer la couette vers soi et de se dire comment on peut peut-être s'allier à d'autres personnes pour créer encore plus grand. Dans cette démarche de win-win, je pense qu'on peut changer le monde vraiment et emmener quelque chose de nouveau, des nouvelles règles, des nouvelles choses, des gens beaucoup plus heureux pour de vrai et pas seulement avec des masques. Mais pour ça, ça demande au départ de ne pas partir de l'illusion d'un fantasme, d'être prêt à y aller entièrement, pleinement, et puis d'essayer d'aimer tout ce qui a priori on n'aime pas parce qu'on en aura besoin sur le chemin. On aura besoin d'un Jérémy pour aller venir nous parler de marketing, stratégie. Oui, vous aurez, c'est moi qui vous le dis. Mes clientes, ne me jugez pas, vous le savez. On a besoin d'un Jérémy à un moment donné. Et puis, tout est vraiment possible. Je le dis toujours, pas facile, mais vraiment, il y a des possibilités infinies. C'est pas juste une phrase de Nana qui croit en la loi de l'attraction. Je pense qu'on peut vraiment avoir une vie différente, contribuer vraiment depuis des belles valeurs. Et puis se faire beaucoup d'argent avec ça et sans culpabiliser. J'aime beaucoup cette réponse et je répète souvent à nos clients, même à notre audience, vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup plus que ce que vous pensez. Ça ira sûrement moins vite que ce que vous voudriez et ça demandera sûrement un peu plus d'efforts que ce que la plupart des gens vous font croire. Mais n'oubliez pas la première partie de la phrase, vous pouvez faire beaucoup plus. Ouais, tellement. Et moi, je le dis toujours, je suis la nana qui était... Je suis à la Banque de France, mère célibataire. Enfin, moi, j'avais typiquement aucun paramètre de base qui pouvait juste laisser entrevoir un changement comme celui-là. À la fin du mois, on déménage avec mon fils. Alors, pour moi, c'est la grande ville, hein, mais ce n'est que Dijon. Mais pour moi, venant d'une petite ville, c'est là. On part à la capitale bis, quoi. Et on part tous les deux. On va commencer une nouvelle vie. J'ai 37 ans, donc je ne suis pas non plus toute jeune. Et pourtant, on l'a fait voilà, il a fallu quand même 2 ans, hein, ça se construit, ça prend du temps, comme tu le dis, à certains endroits. Mais finalement, quand on regarde bien, pas tant de temps que ça. Parce que 2 ans à l'échelle d'une vie. 2 ans, c'est rien. Et oui, on peut vraiment créer des choses incroyables sans pour autant partir du niveau zéro. Je crois que je ne sais plus qui dit ça, mais enfin, on n'est pas obligé c'est pas réservé à une élite en fait, ou à quelqu'un qui a le contexte, l'environnement, les connaissances. On peut vraiment, comme tu dis, créer des trucs assez incroyables, démesurés, hors normes, fous, et faire des rencontres tout aussi dingues. Et je pense que c'est ça la beauté de notre univers, de notre industrie. Il y a tellement, tellement, tellement de choses qu'on peut faire d'incroyables en fait, et à vivre aussi. Ça sera un très beau mot de la fin. Marie, où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus? Sur Instagram. Écoute. Sur Instagram, en fin d'année sur scène. Je te le dévoile là parce que ce matin. Voilà, donc première intervention sur une petite scène, donc en vrai. Mais je partage énormément en story, donc principalement Instagram et quotidiennement dans mes stories où je partage face cam, par écrit. Donc c'est vraiment le lieu où je suis présente, c'est tout en moi. Donc voilà, avec grand plaisir si ces thématiques vous ont intéressé et vous pouvez me retrouver ici. Écoute, on mettra le lien dans la description. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que vous avez rigolé avec nous, j'espère que vous avez un peu mieux compris l'industrie.
N'oubliez pas les pouces, les étoiles, les commentaires. On sait toujours pas si ça sert à quoi que ce soit avec l'algorithme, mais nous, en tout cas, ça nous fait plaisir et ça nous pousse à continuer. Marie, merci pour ton temps. Merci à tous et à très vite.